Aujourd'hui, je fais ce que 99% des investisseurs refusent de faire. Je supprime 4 erreurs sur mon portefeuille, sur mon PEA, ce mois-ci en décembre 2025. Et je vous montre exactement comment je reconstruis ce portefeuille petit à petit pour qu'il soit plus performant, plus simple et plus solide que jamais. Et aujourd'hui, je fais quelque chose que je repousse depuis très longtemps. C'est de vendre 4 actions qui ont saboté littéralement mon portefeuille sur mon PEA pendant des années. Et je vais vendre aussi un ETF que j'ai en doublon. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi j'avais acheté ces actions et cet ETF à la base, pourquoi je décide de couper maintenant mes positions, et surtout, dans quoi je réinvestis toutes ces ventes que je vais faire. Et tu vas le voir, ça va être pour renforcer ma stratégie passive et viser une performance quasiment similaire au S&P 500, mais avec un risque plus maîtrisé, avec une diversification un peu plus importante, à la fois en termes géographiques et sectoriels. Et si je fais ce truc-là aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, je me suis vraiment aperçu que l'expression « les cordonniers sont les plus mal chaussés », eh bien c'est exactement la même chose concernant les finances personnelles. Je me tue à expliquer ce que je ferais devant vous si j'étais débutant, si je devais construire un nouveau portefeuille, que je simplifierais tout, que je serais plutôt sur une optique de stratégie passive via des ETF, via majoritairement mon PEA et en complément avec ce que je peux pas acheter sur mon PEA sur mon compte titre ordinaire. Mais in fine, moi quand je regardais mon portefeuille, à la fois sur mon compte titre, mais là on s'intéresse sur mon PEA, eh bien c'était pas ça du tout. Donc cette fois-ci, je m'y mets et je coupe mes positions et je vous montre tout. Alors d'abord, pourquoi je choisis de purger mon portefeuille maintenant? Pendant des mois, j'ai repoussé l'évidence, c'est que j'avais des actions qui plombaient mon portefeuille, qui étaient plus du tout alignées avec ma stratégie. Je savais même que certaines de ces actions, elles étaient en perte depuis plusieurs années, malgré le fait que je les ai analysées, les fondamentaux, etc. Je me suis viandé et je savais que plusieurs n'avaient plus aucun rôle stratégique dans ce portefeuille. Sauf que moi, je restais accroché parce que, comme vous, j'imagine, je déteste vendre à perte, acter véritablement une moins-value, c'est plus du latent, non, là on acte la moins-value. Parce que j'espérais aussi un rebond, peut-être que ça va reprendre, et parce qu'on se dit, oui mais un jour peut-être ça va réaugmenter, donc je garde. Et c'est précisément ce biais comportemental qui peut détruire des années de performance. Alors c'est pour ça, j'en ai eu ras-le-bol, je me suis dit ça y est, c'est bon, là c'est la fin de l'année, on s'y met, on rééquilibre tout pour commencer l'année 2026 avec un portefeuille qui me correspond. Une stratégie claire, nette, précise, aux petits oignons. Bon alors là maintenant je vais montrer les actions que j'ai décidé de vendre sur mon PEA et je vais t'expliquer un peu la vérité qui se cache derrière chacune d'entre elles, pourquoi je décide de faire ça et pourquoi je l'avais acheté à la base. La première action c'est Nexity, j'ai décidé de me débarrasser de ce gros boulet sur mon portefeuille et d'acter une belle moins-value. Cette action je l'ai achetée le 18 février 2020, j'ai continué d'en acheter petit à petit pour lisser mon point d'entrée qui plongeait au fur et à mesure du temps. Et cette action, je l'ai achetée dans le contexte du Covid, où je me suis dit, comme le fait que j'ai acheté également des entreprises comme Clépierre ou comme Unibail-Rodamco-Westfield, je me suis dit que l'immobilier allait reprendre. Sauf que là, on a deux différents types d'entreprises. D'un côté, on a les foncières immobilières qui ont repris de leur superbe, et on a Nexity qui a malheureusement plongé, dévissé et qui continue sa chute infernale. Pourtant, j'avais fait l'analyse de Nexity, j'avais vu que le dividende, il y avait quelque chose qui se cachait, j'avais fait une vidéo, peut-être que je te la remettrai, elle était là, et je mettais en valeur certains points de vigilance. Mais pourtant, j'ai quand même acheté cette entreprise, en toute connaissance de cause, peut-être aussi happé par le dividende, qui était intéressant, alors que j'avais analysé le dividende et j'avais identifié qu'il y avait un point notamment qui pouvait être plutôt problématique, et qui s'est avéré problématique. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est simple, le dividende, il a été réduit, ou même quasiment supprimé, je sais plus, on a un modèle économique qui était complètement fragilisé, l'entreprise a été impactée par l'augmentation des taux, on connaît tous la situation actuelle du secteur immobilier, notamment dans le neuf, c'est extrêmement compliqué, Nexity a dû faire un plan social, etc. etc. C'est simple, je me débarrasse de cette action qui n'est plus du tout alignée avec ma stratégie et mon portefeuille et dont les fondamentaux se sont complètement dégradés. Et si j'avais été un petit peu plus intelligent, eh bien quand j'aurais vu une moins-value de moins 10, moins 15, moins 20%, et bien là j'aurais pu me délester un petit peu de ces actions-là et puis acter certaines moins-values, ok, mais ça m'aurait évité déjà d'attendre, parce que là je me prends tout en fait en pleine gueule. Donc je me prends une moins-value colossale, je sais pas, je pense peut-être moins 60, moins 50% de moins-value. En plus de cela, j'ai en fait le fait d'avoir continué d'allouer cet argent dans cette entreprise, eh bien si je l'avais réinvesti dans un ETF capitalisant, S&P 500, MSCI World, etc., eh bien j'aurais pu mieux utiliser cet argent,
même si j'avais acté une moins-value au préalable. Donc j'ai le double effet qui se coule et je ne suis pas du tout content de ça. La deuxième entreprise que j'ai décidé de vendre, eh bien c'est Pernod Ricard. Ça peut sembler un peu bizarre parce que Pernod Ricard, c'est quand même une entreprise qui se portait plutôt bien. Je l'ai acheté le 28 octobre 2022. Si on regarde, eh bien je l'ai acheté juste au moment où on était quasiment à son plus haut avant qu'elle se ratame comme une vieille crêpe, une vieille chaussette toute pourrie qui s'est véritablement scratchée. Et donc là, pourquoi j'avais acheté cette entreprise ? Sur le papier, c'était une très belle boîte. Un historique, que ce soit en termes financiers, de dette, de dividendes, une solidité financière assez importante. On avait plutôt une entreprise qui était décorrélée d'un cycle, on avait des marges qui étaient solides, on avait un cash flow qui était stable et même en augmentation, on avait un dividende qui était correct mais qui avait été versé depuis très 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 longtemps. Donc moi sur le papier, cette boîte c'était une véritable petite pépite et je me suis dit je risque rien quasiment en investissant dans Pernod Ricard. Oui, sauf que la suite, on la connaît, le cours a complètement dévissé, on a eu une dégradation des fondamentaux, on a eu une pression commerciale qui venait de l'Inde, de la Chine, des baisses de consommation d'alcool, de spiritueux, etc. On a eu un cycle défavorable et puis en plus on a eu des perspectives qui ont été dégradées, bref, c'était le summum. Et donc j'ai décidé de vendre cette entreprise, là, le 17 ou 18 décembre, tout simplement parce que ça ne correspond plus à ma stratégie. En soi, je pense pas que ce soit une mauvaise entreprise. Certes, les fondamentaux se dégradent, etc. Là, elle est dans une mauvaise passe. Je pense qu'ils sont capables d'enquiller ces années, on va dire, de disette. Mais voilà, ça ne correspond plus à ma stratégie et donc je décide de couper aussi. Hop, j'appuie sur le bouton vendre. La troisième entreprise dont je me débarrasse, c'est Kaufmann & Broad, encore une entreprise dans le secteur immobilier. Durant les années 2000-2020, j'étais à fond dans le secteur immobilier, notamment parce que j'investissais à côté de ça dans des appartements que je rénovais, je les mettais en location, etc. Et donc je connaissais bien ce secteur. Et en tout cas, le secteur locatif, physique, résidentiel. Je connaissais bien ce secteur et donc j'ai été passionné par le secteur immobilier en apprenant les foncières américaines et puis les différents secteurs, le secteur médical, immobilier médical, le secteur plutôt commercial, et puis dans le secteur commercial, on a les centres commerciaux, on a tac, etc. Donc il y avait plein de choses hyper intéressantes et donc je me suis un petit peu rué là-dessus, quitte à trop investir dans le secteur immobilier, alors que sur un simple ETF S&P 500 par exemple, je pense que la partie immobilière correspond à les 2 à 5% maximum de l'indice. Donc là, j'ai décidé de vendre aussi Kaufmann & Broad après avoir passé à l'achat pour la première fois le 14 février 2022 pour la Saint-Valentin. J'ai décidé de m'acheter une petite action Kaufmann & Broad. Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis sur le même narratif que Nexity, sauf que j'étais encore plus emballé par Kaufmann & Broad parce que c'était une entreprise plus petite mais qui s'en sortait beaucoup mieux, qui avait des fondamentaux encore plus solides. On va pas se cacher aussi, il y avait un rendement du dividende qui était à la fois très très attrayant. J'ai sous-estimé l'effet de la hausse des taux d'intérêt. J'ai aussi peut-être pas regardé le seuil de solvabilité des acheteurs. J'ai pas pris en compte qu'il y avait une baisse de plus en plus importante des permis de construire et qu'en plus il y avait une forte pression sur les marges qui allait dégrader les fondamentaux de la boîte. Bref, mauvais timing, mauvaise thèse, et bien c'est simple, on acte une moins-value et puis c'est tout, on appuie sur le bouton vendre et on va réallouer cet argent de manière plus efficace, en tout cas on l'espère, c'est la stratégie. Et la quatrième entreprise dont j'ai décidé de me séparer, c'est Ayvens, anciennement ALD Automobile, Automotive, je ne sais plus. Je l'ai acheté pareil le 14 février 2022. J'ai été plutôt inspiré ce jour-là pour acheter des actions qui m'ont véritablement apporté des belles moins-values. Pourquoi j'avais acheté ça ? J'avais regardé plusieurs analyses. J'ai regardé les fondamentaux, bien évidemment, j'ai regardé le bilan comptable, j'ai regardé le flux de trésorerie disponible, etc. Et j'ai regardé également de nombreuses analyses sur YouTube. Je n'ai pas peur de le dire, j'avais regardé ça à l'époque et eh bien j'ai trouvé que ces analyses me confortaient dans mon choix d'investir dans Ayvens. Bien sûr, j'ai pas regardé les analyses qui disaient le contraire, puisque sinon ça aurait changé le narratif, l'histoire que je me racontais. Bref, j'ai regardé ça, je me suis dit que le modèle était plutôt intéressant, le modèle de mobilité, de leasing, il y avait un bon ROE, Return on Equity, je trouvais que c'était plutôt pas mal à l'époque, et puis tout simplement, qu'est-ce qui a rechangé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a fait que cette entreprise a été pénalisée ? On a eu une hausse des coûts de refinancement, on a eu une hausse des taux d'intérêt aussi, on a eu des risques réglementaires qui sont apparus, plus encore d'autres raisons que je vais pas énumérer toutes ici, mais là bref, je me dis c'est pareil, cette entreprise n'est plus
alignée avec ma stratégie et en plus elle pèse dans des moins-values même si c'est une moins-value de 10% que je prends. Donc voilà les 4 entreprises que j'ai décidé de vendre sur mon PEA au mois de décembre. J'ai fait de l'écrémage et en fait maintenant je n'ai plus aucune action individuelle en moins-value. Il me reste tout simplement 3 actions. 3 actions sur PEA que je possède. C'est AXA, Saint-Gobain et Total Energies. Voilà, donc il n'y a plus que ces entreprises-là, et ces boîtes-là, pour l'instant, je les garde, puisque ça me procure un petit dividende, et puis en même temps, j'ai des belles plus-values, donc ce serait bête de m'en séparer pour l'instant, donc je garde ça dans ma stratégie plutôt dividende, action, qualité, et je ne m'interdis pas, en 2026, de me séparer aussi de ces entreprises. On va voir, parce que avec l'augmentation de la flat tax, etc. Ok, on est sur le cadre d'un compte PEA, mais bon, tout de même, je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas ce que le gouvernement va décider de faire, d'augmenter toujours et toujours plus les taxes, les impôts, les contributions et autres genres pour nous petits épargnants qui essayons de nous en sortir, d'investir pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Donc je ne suis pas forcément très optimiste là-dessus, je me pose d'ailleurs d'autres questions, mais ça j'en parlerai peut-être plus tard, sur faut-il rester en France si on veut créer de la valeur, participer à l'économie et en même temps récolter les fruits de son travail. J'ai pas mal de doutes là-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure allocation de mon temps, de mon énergie, surtout quand on voit la complexité actuelle. Bref, en tout cas, voilà, j'ai décidé d'acter ces moins-values et je recentre sur mon sujet de base. Et j'ai aussi vendu un ETF, et c'est un ETF qui était le plus performant sur mon PEA, avec une plus-value latente, mais que j'ai acté de plus de 130%, je crois, et c'est un ETF Amundi PEA S&P 500. Alors, pourquoi je vends cet ETF? Tout simplement parce que j'avais choisi cet ETF initialement, et puis qu'ensuite, en faisant mes analyses, en regardant mes critères de sélection d'ETF, je me suis dit que celui d'Amundi ne correspondait plus à ce que je voulais en termes de critères, et que je préférais celui du BNP Paribas. Et donc j'ai changé d'ETF. Je n'ai jamais vendu cet ETF S&P 500 de Amundi, alors que j'ai continué d'investir dans celui du BNP Paribas. Et donc là, j'avais, on va dire, un doublon. Donc oui, il est en plus-value, oui, j'aurais pu le garder, avoir une ligne, et puis, tu vois, montrer comme ça sur les réseaux, oh, regardez, j'ai fait plus de 150% de performance. Mais non, ça sert à rien, ok, ça c'est un truc de vanité, on s'en fout complètement. Ça rajoutait un petit peu de complexité, ça rajoutait un doublon, ça rajoutait une ligne, tout ça pour avoir le même tracking d'indice d'un autre ETF que j'ai déjà. Donc je me suis débarrassé de cet ETF tout simplement pour continuer sur l'autre de BNP Paribas. Après, j'en avais pas énormément puisque j'avais 15 quantités sur un prix de revient unitaire de 21 $, et au total, j'en avais pour 770 € avec une plus-value aux alentours de 140%. Donc je vais réinvestir la totalité des ventes plus les 1000 € d'objectifs mensuels d'investissement, et je décide de réinvestir tout ça dans ma stratégie core passive, majoritairement sur le PEA et dans des ETF. Donc là, on va rentrer dans mon fichier de suivi. Donc tu peux voir sur mon allocation stratégique, sur ma stratégie core passive, eh bien j'ai défini différents ETF avec une pondération. Et donc cette mois-ci, j'ai décidé d'investir dans 2 ETF que tu peux voir que j'ai acheté ici dans l'onglet transactions. Donc quand je regardais mon objectif d'allocation cible, eh bien je pouvais voir que j'étais un petit peu à la traîne concernant eh bien mon allocation sur la partie européenne. J'ai pas d'ETF CAC 40, j'ai pas d'ETF DAX, etc. Mais j'ai un ETF Amundi Core Euro Stock 50, et donc j'ai décidé d'investir un petit peu là-dedans, et donc j'ai investi la somme totale de 1366 € là-dedans, inclus dedans 6,80 € de frais de courtage de Bourse-Banque, ils sont toujours les premiers à se prendre une belle petite commission, et puis j'ai également décidé d'investir dans mon ETF phare, mon ETF Core, qui est le Amundi MSCI World Swap distributif. J'ai pas eu le choix de choisir le distributif puisque ils m'ont changé le Lixor pour celui d'Amundi. Quand Lixor s'est fait racheter par Amundi, je pourrais m'en séparer, mais bon, ça va me faire énormément de frais de transaction, donc j'ai pas forcément envie de faire ça. Et donc j'ai investi pour un total de la transaction de 1807 €. Ce qui fait que je me rapproche progressivement eh bien, de mon objectif cible d'avoir une pondération sur mon ETF MSCI World eh bien, de 40% de l'indice. Alors, je ne suis pas encore sûr totalement de mon allocation de portefeuille. Tout ce que je sais, c'est que dedans, je veux un ETF Core, mais là, j'hésite. Est-ce que je choisis le Amundi
MSCI World ou est-ce que je choisis le BNP S&P 500 comme ETF core cible où je vais investir majoritairement dedans. Et je suis en train de peser les pour et les contre, peut-être que je vais changer de stratégie. Ce dans quoi je me suis orienté, c'est un MSCI World encore. Pour capter une performance majoritairement drivée de la tech, c'est d'avoir en plus une couche Nasdaq. Même si je sais que bien sûr sur le MSCI World, on a 70% qui est investi dans les États-Unis et dans cette allocation des États-Unis en termes de secteur, c'est toujours aussi le secteur de la tech qui est surprésenté. Mais je veux être encore plus présent dans le secteur qui drive, on va dire, toutes les performances boursières pour l'instant, tout en acceptant avec le MSCI World que s'il y a un changement, eh bien la fonction auto-nettoyante de l'ETF et de l'indice eh bien, va fonctionner. Je sais que je veux être investi dans un ETF pays émergent, ça c'est important pour moi. Un petit peu aussi être investi en Europe, même si je sais que ça a tendance à moins bien performer, mais là c'est pour aussi répartir mon risque et avoir une diversification un petit peu plus importante. Et puis après, voilà, je ne sais pas si je me sépare du BNP Paribas Easy S&P 500 ou si je le garde. Je suis toujours en train d'arbitrer sur le Amundi Russell 2000. Alors soit je l'enlève complètement de mon portefeuille ou soit j'en garde 3 à 5%. Est-ce que ça vaut le coup avec les frais, etc. Est-ce que ça vaut le coup de garder un ETF comme ça? Les petites capitalisations américaines ont tendance sur le long terme à être la deuxième classe d'actifs la plus performante, donc je prends également ça en compte. Et puis après, il me reste, mais là ce n'est pas sur mon PEA, c'est sur mon compte titre ordinaire, eh bien un ETF qui va venir répliquer la performance de l'or et de l'argent. Donc là, je me définis un objectif cible à maximum 10% de mon portefeuille corps passif sur l'or et 2 à 3% sur l'argent métal. Et je suis en train de faire exactement le même nettoyage sur mon compte titre. Tu me dis si ça t'intéresse, si tu veux que je t'explique pourquoi je vends certaines entreprises et dans quoi je vais investir. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de changements, en tout cas pour cette fin d'année. Je suis en train de me constituer un portefeuille cible type, comme je le veux, en faisant différents tests, différents backtests, etc. Et tout simplement en ayant une allocation qui me correspond, qui correspond à ma prise de risque, qui correspond à ma stratégie, etc. Bien évidemment, c'est toujours pas des conseils financiers. Là, tu vois, on dit toujours finance personnelle. Moi, je fais en fonction de ma personne. Je fais en fonction du risque que je suis capable d'accepter, d'absorber. Je fais également en fonction de la diversification que je souhaite avoir. Je sais que ce sont les États-Unis qui dravent la majorité des performances boursières. En tout cas, dans le passé, c'est ce qui s'est passé. Donc, je veux être toujours énormément présent là-dessus, puisque le but, c'est quand même d'avoir des performances. Ok, une fois qu'on a dit ça, mais aussi, je veux répartir mon risque. Donc, investir aussi sur de belles entreprises européennes, mais pas non plus mettre ça pour 15% de mon portefeuille, non. Peut-être 5 à 10% max. C'est pareil pour les pays émergents. J'ai envie d'être investi sur la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, l'Inde, etc. Mais je suis aussi au courant, au fait des risques multiples que ça comporte. Donc c'est pareil, je ne vais pas mettre 50% de mon portefeuille là-dessus. En essayant d'avoir une pondération qui correspond à ma stratégie, eh bien je suis en train de construire tout ça. Et à ceux qui me disent, ta performance elle va être égale ou inférieure à ce qu'un simple S&P 500 peut faire, eh bien je leur dis oui, mais le S&P 500, il est seulement dans les 500 entreprises d'un seul pays et majoritairement d'un seul secteur, ou allez, on va dire de 2-3 secteurs maximum. Pour moi, dans une stratégie diversifiée, etc., je ne veux pas uniquement dépendre d'un pays, uniquement dépendre de un ou deux secteurs, et donc c'est pour ça que je fais ce choix-là. Peut-être que j'ai une performance moindre, mais j'accepte ça. Et en fait, ça revient à ce que l'on dit, finance personnelle, chacun a sa propre tolérance à son risque, chacun a sa propre stratégie, et donc je trouve que c'est inutile. Donc voilà, pour moi, pour cette vidéo, post-Noël, post-bûche, foie gras, etc. Comme tu as pu le voir, c'est pas seulement un ménage de fin d'année, c'est carrément pour moi une remise à zéro stratégique. On parle souvent d'optimisation, de performance, de rendement. Mais je pense que la vérité, c'est que le plus grand risque en bourse, c'est pas la volatilité, etc. Le plus grand risque, c'est nous, c'est nos actions, c'est nos choix ou nos non-choix qui pèsent énormément dans la balance et qui font réduire, fondre nos performances et qui nous font aussi agir de manière complètement stupide au pire moment. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo plutôt personnelle, eh bien, je voulais te montrer ce que ça donne en quelque sorte lorsqu'on décide de reprendre le contrôle, quand on simplifie, quand on stratégise et quand on construit un portefeuille qui nous correspond vraiment. Donc si toi aussi tu veux construire et traquer un portefeuille clair, simple, aligné avec ta stratégie, eh bien comme tu as pu le voir, j'ai créé un template qui te permet de suivre tout ça, d'avoir accès à ton tableau de bord, à ton allocation stratégique, à tes objectifs d'investissement et bien plus encore. Je te laisse aller voir le premier lien dans la description si ça t'intéresse. Et
Et en attendant, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année avec tes proches, avec ta famille, tes amis, etc. Et puis on se dit à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.